Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Julien Congé, je suis consultant à Venao depuis 2008. Donc, ça m'a permis d'aller voir beaucoup d'entreprises, d'avoir une certaine expérience pour tout ce qui est gestion des données dans un bureau d'études. Donc, je vais vous faire part un petit peu de mon expérience et des différentes pratiques qu'on peut avoir au niveau de la gestion des données techniques dans un bureau d'études. Donc l'agenda de la formation, ce sera premièrement un petit brief sur l'unicité des données techniques, qui va être la clé en fait de cette formation. Ensuite, on verra les différents flux de données techniques dans une entreprise. On verra quelles sont les données d'entrée, quelles sont les données internes, quelles sont les données de sortie. Ensuite, on verra les risques potentiels et les conséquences dans la pratique lorsqu'on a une gestion des données techniques qui n'est pas correcte. Ensuite, on fera une séance de réponse aux questions. Donc, vous pouvez poser vos questions pendant la formation. L'idéal est de les poser à la fin, puisque de toute façon, il y aura une séance de questions-réponses à la fin de la formation. Donc, l'unicité des données techniques, pour commencer. Donc, la base d'une bonne gestion de données, ça va être l'unicité de la donnée. Donc, les conditions pour qu'une donnée soit unique, c'est que la donnée doit posséder un identifiant. Donc, le nom de fichier, par exemple, qui doit être unique. Donc, ça veut dire que un fichier SolidWorks, par exemple, doit avoir un nom unique. Il ne faut pas que ce nom puisse être utilisé pour plusieurs affaires, pour plusieurs fichiers différents. Donc, il faut éviter d'appeler sa pièce plaque ou tube ou ce genre de choses, ou platine. Ensuite, la donnée ne doit être stockée qu'à un seul endroit et ne doit pas être dupliquée. C'est-à-dire que les problèmes en fait vont commencer à arriver lorsqu'une donnée va être stockée à plusieurs endroits. Et donc, les problèmes vont se poser dès qu'il va y avoir à faire des mises à jour ou ce genre de choses. Donc ça, c'est pour tout ce qui est unicité de données techniques, c'est vraiment la clé d'une bonne gestion de données. Donc, à quoi peut ressembler le flux de données techniques dans une entreprise? Donc, dans une entreprise, en fait, les données vont circuler d'un service à un autre. Donc, on peut définir un sens pour le flux des données techniques. C'est que les données techniques, généralement, vont commencer à apparaître au niveau du service d'administration des ventes, tout ce qui est service commercial, etc., qui va être en contact avec les clients et les prospects, qui va faire des devis et des offres de prix et qui va prendre des commandes. Donc ça, en fait, ça va être la source d'une affaire et du coup, ça va être la source de certaines données techniques qui vont me permettre de commencer ma conception au bureau d'études. Donc c'est un service en fait qui va être impacté par la gestion des données, techniques. Donc on peut voir ici une petite flèche qui donne la direction du flux des données techniques. L'idéal dans une entreprise en fait, c'est de définir en fait un flux de données techniques qui aille vraiment d'un point A à un point B et éviter au maximum de faire des allers-retours, des doubles sens, essayer d'avoir un sens le plus fluide possible, le plus unique possible, avec une direction. Définir vraiment une direction avec un amont, un aval, et définir en fait une circulation séquentielle, un voyage séquentiel de la donnée. Donc cette donnée en fait va partir de l'administration des ventes pour ensuite être confiée à tout ce qui est bureau d'études, recherche et développement, etc. La tâche de ce service va être de faire éventuellement une préétude, donc pour définir un devis par exemple, répondre à un appel d'offres. Ensuite, il va y avoir l'étude, donc l'étude qui peut être faite en partie en interne et en partie en externe. Donc on peut faire appel à des sous-traitants par exemple pour la conception. Ensuite, il va y avoir toute la phase de meilleure conception possible qui va être toute la phase en fait, par exemple de simulation, par exemple de validation, d'approbation,
de prototypage, d'essai, etc., qui va me permettre en fait d'améliorer ma conception initiale pour avoir une conception optimisée. Il va y avoir tout ce qui est validation, et à la fin, une fois que le produit va être validé, on va créer tout ce qui va être nomenclature BE, qui peut être une nomenclature des pièces mécaniques, et également une nomenclature électrique si le bureau d'études électrique est intégré dans ce bureau d'études. S'il y a une partie armoire électrique, par exemple, ça peut en faire partie. Et généralement, en fait, une fois que cette affaire est, que la conception de l'affaire est terminée, les données vont aller transiter vers un autre service. Donc le service suivant, généralement, va être le service méthode planification, ou l'atelier, la production, etc. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, envoyer une nomenclature bureau d'études qui va servir aux méthodes à faire une nomenclature gammée, par exemple, donc pour définir des gammes, etc. Donc c'est ce qui va leur permettre de faire tout ce qui est planification, calcul des besoins, les approvisionnements, la gestion des stocks. Donc tout ce qui va être gestion de production, tout ce qui va être fabrication également. Donc pour tout ce qui est production, le bureau d'études va envoyer les plans de fabrication à la production qui va permettre de fabriquer. Donc on va avoir un lien entre le bureau d'études et la production. Éventuellement, ça peut être un lien direct. Il va y avoir également tout ce qui va être nomenclature pour les achats, pour aller commander tout ce qui va être commandé à des fournisseurs. Donc ça, c'est le flux des données techniques dans une entreprise avec une méthodologie CAF-PMI, qui est la méthodologie d'Avenao, où en fait on trace le chemin d'une donnée pour voir par où cette donnée va passer par différents services de la société. Donc ce tableau, il est un petit peu idyllique en fait. Dans la réalité, l'expérience montre qu'en fait, les flux de données techniques depuis et vers le bureau d'études sont en fait un petit peu plus complexes que ça et ne sont pas forcément à sens unique. Il n'y a pas forcément un amont et un aval. C'est un petit peu plus compliqué que ça dans la réalité. Donc dans la réalité, avec qui peut être en contact le bureau d'études? Donc le bureau d'études, dans des petites sociétés par exemple, peut être directement en contact avec le client. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément passer par l'intermédiaire du service commercial pour avoir un contact avec le client. On peut avoir un contact directement avec le client. Ce contact va être à double sens, c'est-à-dire que le client va pouvoir nous envoyer un cahier des charges, par exemple, et puis nous, on va pouvoir lui envoyer des mails pour lui poser des questions supplémentaires, lui faire un compte-rendu de l'avancement du projet, etc. Donc, il peut y avoir des échanges à double sens avec le client. Donc, on a toute une partie externe, donc tous les services qui sont à l'extérieur de l'entreprise, donc le client, le fournisseur ou le sous-traitant. Donc un fournisseur, par exemple, auquel on va demander, par exemple, de la documentation, un catalogue, etc. On va demander des fiches techniques, on va pouvoir faire des consultations, donc pour lui demander des devis. Donc nous, on va envoyer des consultations, lui va nous renvoyer des devis. On peut lui envoyer des plans également, donc plutôt au sous-traitant. À un sous-traitant, par exemple, pour faire un devis vers un sous-traitant, on va lui envoyer un plan pour la consultation et lui va nous renvoyer en fait un devis par rapport à ce plan-là. Donc on va avoir des échanges à double sens avec les clients, les fournisseurs et les sous-traitants qui sont situés à l'extérieur de l'entreprise. Ensuite, on va avoir tout ce qui est échange de données également avec les autres services de la société. Donc le bureau d'études va être en contact par exemple avec l'administration des ventes. Donc tout ce qui est service commercial, pour tout ce qui va être bon de commande, tout ce qui va être devis, chiffrage, etc. Et il va y avoir un flux de données à double sens entre ces deux services-là, puisque l'administration des ventes va nous envoyer par exemple un appel d'offres d'une société, et puis nous, on va lui répondre à l'administration des ventes avec un devis, un chiffrage, etc. Et on va avoir des échanges
avec ce service-là. Le service d'administration des ventes peut être également l'intermédiaire entre le bureau d'études et le client. Donc ça peut être l'administration des ventes qui fait tous les contacts et qui récupère toutes les informations de la part du client et qui communique avec le client sur l'avancement du projet, par exemple. Ensuite, on va avoir tout ce qui est contact avec méthode, production, atelier, etc. Donc on va avoir des trajets à double sens également, des flux à double sens, puisque on va avoir en fait, par exemple, le bureau d'études va envoyer tout ce qui est nomenclature, tout ce qui est plan de détail, plan d'ensemble, etc. Et les méthodes vont nous renvoyer par exemple des validations, des faisabilités, etc., etc. Donc un retour de l'atelier, un retour du terrain, un retour du chantier. Donc ça peut être également des prises de cote ou des choses comme ça. Et le bureau d'études va être en contact avec d'autres services qui peuvent être la documentation, le marketing. On peut très bien, par exemple, envoyer des illustrations, des photos, des rendus au marketing ou des choses comme ça. Donc le bureau d'études va être en contact en fait avec plusieurs services qui peuvent être à l'intérieur ou à l'extérieur de la société. Il va donc y avoir des données d'entrée, des données internes et des données de sortie. Donc essayons de classifier un petit peu ces différents types de données pour savoir comment les traiter. Donc les données d'entrée, les exemples, ça va être de la part du client, par exemple, un cahier des charges, qui va permettre de définir en fait quel est le besoin du client, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il faut faire, quel est son besoin, à quoi on s'est engagé, etc. Donc c'est ce qui définit en fait les spécifications du projet. Ensuite, on peut avoir une DFN. Donc une DFN, c'est une définition numérique, donc 2D ou 3D, donc le fichier du produit du client, qui va me permettre, si je dois créer un produit qui doit s'adapter au produit du client, qui va me permettre de m'adapter à ce produit-là, en fait. Donc si je dois construire une machine spéciale qui doit manipuler le produit du client, je vais pouvoir construire ma machine autour du produit du client. Et si ma machine doit s'intégrer dans un environnement qui est propre au client, par contre, je vais plutôt recevoir de la part du client un plan d'implantation ou un plan de génie civil qui va me permettre, moi, de récupérer les différentes dimensions et de pouvoir m'intégrer à l'intérieur du système du client. Ensuite, je peux avoir des contacts avec le service commercial. Donc, que va m'envoyer le service commercial? Le service commercial peut m'envoyer, par exemple, un bon de commande dans lequel va être spécifié qu'est-ce qui a été vendu au client, qu'est-ce que le client attend, etc., sur quoi on s'est engagé, ce genre de choses. Ensuite, il va nous donner un numéro d'affaires qui a été généré, par exemple, par un système de gestion, un ERP, qui va être en fait l'identifiant de mon affaire, qui va me permettre, moi, de commencer à travailler sur cette affaire, donc à générer un dossier de projet, et que tout soit défini par ce numéro d'affaires. Ensuite, de la part des fournisseurs, donc qu'est-ce que je peux recevoir de la part des fournisseurs? Ça va être la définition numérique des produits achetés chez ce fournisseur-là. Donc on peut récupérer par exemple des fichiers 3D sur des sites comme Tresparts ou des choses comme ça, donc des moteurs, des réducteurs, des roulements, des axes, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on peut récupérer de la part du fournisseur et qu'il va falloir gérer, stocker correctement. Ensuite, on va récupérer des devis. Donc si on fait des consultations, on va pouvoir récupérer des devis. Donc les devis peuvent être faits directement, ou alors on peut passer par le service achat de notre société pour obtenir des devis. C'est ce qui va me permettre, par exemple, de choisir entre deux fournisseurs qui proposeraient le même type de produit, par exemple. Ensuite, le fournisseur va me donner des documents de données techniques qui vont aller avec ces produits, donc par exemple les caractéristiques d'un moteur, sa puissance, sa consommation, etc., etc., son couple.
Donc ça, c'est des choses qu'on peut obtenir de la part du fournisseur. Donc quelles sont les bonnes pratiques pour les données d'entrée? Donc pour les données d'entrée, les bonnes pratiques vont être, premièrement, au niveau du rangement de ces données d'entrée, donc l'emplacement qu'on va définir pour cette donnée d'entrée. Donc déjà, il va falloir définir un seul emplacement pour chaque donnée. Cet emplacement, il peut être soit commun à l'entreprise si d'autres services doivent y accéder. Donc, par exemple, le cahier des charges, ou le bon de commande, ou les devis des fournisseurs. Donc un cahier des charges, par exemple, peut être utile à d'autres services de la société. Un bon de commande va être utile, par exemple, au service commercial. Et puis un devis va être utile également au service achat. Donc ces données-là, comme elles sont utiles à plusieurs services de la société, il faut les stocker dans un emplacement qui va être commun à toute l'entreprise, qui va permettre à tous les services concernés de pouvoir accéder à cette donnée. Et cette donnée ne doit être stockée qu'à cet endroit-là. Elle ne doit pas être dupliquée dans un emplacement accessible à tous, plus dans un emplacement réservé au bureau d'études. Il faut que cette donnée n'existe qu'une seule fois. Et certaines données peuvent être stockées dans un emplacement réservé au bureau d'études. Donc, par exemple, dans un PDM, dans un coffre, ou sur un serveur réservé au bureau d'études, par exemple, si les autres services n'ont pas besoin de cette donnée. Donc, par exemple, la définition numérique du produit du client, le plan d'implantation, le plan génie civil, sont des données qui sont vraiment très techniques, qui peuvent être réservées uniquement au bureau d'études, ou les fichiers numériques, donc les définitions numériques des produits achetés, peuvent être également stockés directement dans le dossier du bureau d'études, car c'est principalement le bureau d'études qui va utiliser tout ce qui va être définition numérique, tout ce qui va être fichier 2D, 3D, etc. Ce qui permet également de limiter l'accès et d'éviter que des services qui n'ont pas de raison d'accéder à ces données n'y accèdent pas. Donc le principe, en fait, c'est que cette donnée ne soit stockée qu'à un seul endroit et qu'elle ne soit pas dupliquée de manière manuelle à plusieurs emplacements. Éviter au maximum d'avoir un bon de commande qui est stocké sur le serveur du service commercial et le même bon de commande qui soit dupliqué dans le dossier du projet, dans le bureau d'études. Il faut éviter à tout prix ce genre de choses. Puisque à ce moment-là, on n'a plus l'unicité des données, qui est la base de la gestion des données techniques. Ensuite, on va avoir des données qui vont être plutôt internes au bureau d'études. Donc l'exemple, ça va être la définition numérique de la préétude et de l'étude. Donc tout ce qui va être fichier de conception, donc par exemple tout ce qui va être fichier SolidWorks, donc les pièces, les assemblages, les mises en plan, d'une préétude ou d'une étude. Ça, c'est des données qui, généralement, en fait, ne sont intéressantes que pour le bureau d'études, puisque le seul service apte à ouvrir ces données, c'est le service bureau d'études qui est équipé du logiciel, donc par exemple SolidWorks, pour ouvrir les fichiers SolidWorks. Ensuite, donc tout ce qui est plan d'ensemble et plan de détail, donc par exemple les plans SolidWorks, au format SolidWorks, n'ont pas forcément de raison d'être accessibles aux autres services, ils peuvent être stockés dans un emplacement réservé au bureau d'études. Donc les photos du chantier, les relevés de code, donc tout ce qui va me servir en fait à faire ma conception n'a pas forcément besoin d'être accessible aux autres services. Les schémas de principe, donc tout ce qui va être recherche de solutions, tout ce qui va être un petit peu brainstorming, etc., préétude, va être en fait utile au bureau d'études. Tout ce qui va être résultat de simulation, donc tout ce qui va être résultat intermédiaire, par exemple, lorsque je suis dans ma phase d'optimisation, de recherche de la meilleure conception,
je vais générer en fait beaucoup de résultats de simulation puisque je vais tester plusieurs versions. Je n'ai pas forcément besoin que d'autres personnes accèdent à mes résultats intermédiaires. Ensuite, schématique électrique. Donc, si la partie conception électrique est intégrée dans le bureau d'études, tout ce qui est conception des armoires électriques, par exemple, donc je vais avoir tous les fichiers de données électriques. Et puis, si la documentation technique du produit, donc tout ce qui va être manuel d'utilisation, de maintenance, etc., manuel de montage, etc., si tout ça est généré par le bureau d'études à partir de ces fichiers de conception, donc par exemple, avec SolidWorks Composer, si on fait la documentation technique à partir des fichiers SolidWorks, ces données, les fichiers Composer n'ont pas forcément besoin d'être accessibles directement par d'autres services. Donc les bonnes pratiques pour les données internes du bureau d'études, ça va être d'utiliser premièrement une gestion de données techniques. Donc la gestion de données techniques, ça va être vraiment la solution logicielle à la problématique de la gestion des données. La gestion des données, une gestion des données correcte, passe par une solution logicielle de gestion des données techniques qui est indispensable et cette solution doit être couplée avec une méthodologie rigoureuse. Donc c'est vraiment la somme des deux qui va vous permettre d'avoir une bonne gestion de données techniques. Vous ne pouvez pas avoir une bonne gestion de données techniques si vous n'avez pas ces deux-là. Donc dans SolidWorks, cette gestion des données techniques va être en fait la solution SolidWorks Enterprise PDM. C'est ce qui va permettre de gérer toutes mes données techniques. Alors, ces données techniques, ce n'est pas forcément que les fichiers SolidWorks. Ce n'est pas forcément que les définitions numériques, les pièces, les assemblages, les mises en plan. Ça peut être également, si vous faites de la conception électrique, tout ce qui est les données de SolidWorks Electrical. Puisqu'il y a SolidWorks Electrical qui permet de faire de la conception électrique, de la schématique électrique. Les données techniques vont être aussi tout ce qui est données de simulation. Donc ça peut être simulation de mouvement, simulation d'injection plastique, ça peut être simulation structurelle, ça peut être simulation des fluides. Donc tous ces types de simulations, toutes ces données peuvent être stockées également avec la solution Enterprise PDM. Et également tout ce qui va être documentation technique. Donc tout ce qui va être documentation technique fait par SolidWorks Composer peut être géré également dans le coffre PDM. Ça permet en fait de centraliser toutes les informations, d'avoir vraiment toutes les données bureau d'études d'un projet dans le même dossier. Donc d'avoir un dossier d'affaires et dans ce dossier d'affaires qui est situé dans votre coffre PDM, d'avoir toutes les données de conception, les données électriques, les données de simulation et également tout ce qui est toute la documentation. Tout ce qui est données de documentation. Et pour que ça fonctionne correctement, il faut que toutes ces solutions de conception soient intégrées pour éviter les imports-exports. Donc ça ne sert à rien de stocker tout au même endroit s'il faut faire des imports et des exports manuels d'un logiciel vers un autre. Puisque à la moindre mise à jour, il faudra recommencer à zéro et refaire les imports et les exports. Donc c'est pour ça que ces logiciels doivent être intégrés. C'est important d'avoir une solution globale qui va permettre de tout faire en parallèle. Donc non pas de faire d'abord la conception, puis l'électricité, puis la simulation, puis la documentation, puisque s'il y a une modification de la conception, après on est obligé de recommencer le cycle. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une solution avec des produits intégrés qui permettent de faire toutes ces actions-là en parallèle. C'est-à-dire que dès le début du projet, on va pouvoir commencer la validation des conceptions, la communication technique, tout ce qui est conception électrique également. Donc on va recevoir en fait un projet préliminaire ou des données d'entrée et on va pouvoir mettre plusieurs personnes sur différentes tâches. Par exemple, on peut très bien mettre une personne sur la conception, une autre sur la validation des conceptions, une autre sur la communication technique, une autre sur tout ce qui est conception électrique. Ces personnes vont pouvoir travailler de manière parallèle.
Ils vont tous travailler dans la même gestion des données techniques. Ça va permettre de faire avancer la totalité du projet simultanément. Et dès qu'il va y avoir des modifications des données d'entrée, on va pouvoir refléter ces modifications directement dans la conception, dans la simulation, dans la documentation, dans la conception électrique. Tout ça va pouvoir être fait de manière parallèle et va permettre d'avoir constamment à jour la documentation, les résultats de simulation, tout ce qui est conception mécanique et électrique. Et de tout mettre à jour à chaque fois que le cahier des charges va évoluer, on va pouvoir faire évoluer toutes ces parties-là en même temps. Et une fois que le projet va être vraiment validé dans sa globalité et que on dit stop, il n'y a plus de changement du cahier des charges, maintenant le produit est validé dans son ensemble. Une fois que toutes ces parties-là ont été validées, on va pouvoir passer à la suite des opérations, donc qui va être tout ce qui va être fabrication, méthode, etc., installation sur le chantier. Donc vraiment, ça c'est une des clés pour avoir une gestion des données techniques correcte, efficace. Les bonnes pratiques également quand on a des données internes au bureau d'études. Donc il n'y a pas que les solutions. Il y a vraiment la solution plus la méthodologie. On a vu la solution, maintenant vous voyez un petit peu la méthodologie, et dans la méthodologie, il va y avoir bien sûr la codification des fichiers. Donc la codification des fichiers, chacun fait un petit peu, chaque entreprise fait un petit peu à sa manière, et donc il va y avoir des bonnes méthodes et des mauvaises méthodes. Donc déjà, ne pas nommer les fichiers avec une désignation. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qu'on rencontre assez souvent et qui est plutôt une mauvaise méthode en fait, c'est d'appeler la pièce, par exemple, platine, tube, support, etc. Et à chaque affaire, en fait, il y a plusieurs platines, il y a plusieurs supports. Donc on va les appeler support du dessus, support du dessous, etc. Sauf que la pièce support va exister dans l'affaire numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Donc on ne va pas avoir d'unicité des données. L'idéal est plutôt d'utiliser un code propre à l'entreprise. Certaines sociétés utilisent des codes pour les pièces qu'ils fabriquent, pour les pièces qu'ils conçoivent, mais n'utilisent pas leur propre codification pour les pièces qu'ils achètent. Certaines sociétés gardent la référence du fournisseur ou du sous-traitant, ou pour les pièces qu'ils achètent ou qu'ils font sous-traiter, et la référence du client pour le produit du client, par exemple. Donc, ce n'est pas forcément une bonne méthode, puisque un fournisseur, un sous-traitant et un client peuvent très bien utiliser la même codification, et donc la pièce qui a le code 1, 2, 3, 4 peut très bien être un moteur du fournisseur Intel, ou alors un plan du sous-traitant Intel, ou alors le produit du client Intel. Donc ça pose des problèmes de conflit. Au niveau de l'unicité, donc l'idéal est vraiment d'imposer une codification propre à l'entreprise sur toutes les données, qu'elles soient des données créées par la société, ou qu'elles soient des données qui viennent d'autres sociétés. Il faut vraiment imposer sa codification pour être sûr d'avoir une codification unique. Donc comment codifier ces fichiers du coup? Il y a plusieurs systèmes qui existent. Donc les systèmes généralement qu'on rencontre il y a trois exemples. Il y a le système séquentiel qui va être un code sans signification particulière. Par exemple, on peut très bien définir un compteur avec un numéro qui est juste un identifiant et qui n'a aucune signification particulière. Par exemple, une personne va avoir un numéro, par exemple, de sécurité sociale qui va être un code unique. Pour les données, ça va être le même principe. On peut très bien définir un compteur, donc un compteur à, par exemple, 6 chiffres ou 7 chiffres. Et puis, on va commencer par 00001
Et puis le suivant, ça va être 2, ensuite 3, 4, etc. Et donc, on va avoir la pièce qui va s'appeler 1001, ensuite la pièce 1002, ensuite un assemblage qui peut s'appeler 1003, etc. Mais ce code, en fait, ne définit pas si cette pièce va être, si ça va être une pièce, un assemblage, etc. C'est vraiment juste un identifiant unique. Ensuite, on peut avoir une codification analytique, donc un code ordonné et significatif, où chaque partie du code décrit les caractéristiques de l'article. Donc par exemple, on peut très bien imaginer que en préfixe, on va avoir une lettre qui définit si c'est une pièce fabriquée ou achetée, donc un F ou un A par exemple, ou définir, mettre un C quand c'est le produit du client, un I quand c'est l'implantation, etc., etc. Ensuite, on peut très bien avoir également une succession de codes qui définissent l'arborescence du modèle. Donc, on peut très bien dire que l'assemblage de plus haut niveau, ça va être l'assemblage 100. Ensuite, les sous-assemblages, ça va être 110, 120, 130. Et puis les pièces vont être 131, 132, 133. Ça, c'est des choses qu'on peut rencontrer également dans les systèmes de codification. Et ensuite, on peut avoir une codification mixte qui va avoir une partie significative et une autre séquentielle. Donc la partie significative va définir par exemple le numéro de l'affaire. On peut récupérer le numéro de l'affaire. Ensuite, on va récupérer, on va mettre un code A, F ou C, selon que c'est acheté, fabriqué, etc. Et ensuite, mettre un compteur, donc un identifiant qui n'a pas de signification particulière. Donc ça permet d'avoir une codification unique. Puisque le fichier va avoir une référence. Et ça permet également d'avoir quelques informations dans le nom de fichier qui permettent de savoir approximativement à quoi ce fichier correspond et de pouvoir éventuellement le retrouver plus facilement. Par contre, que ce soit analytique ou mixte, il faut éviter d'avoir un nom de fichier important et de mettre la désignation complète à l'intérieur. Donc, il ne faut pas mettre des mots complets, on peut éventuellement mettre des initiales pour... ça peut être les initiales du client, les initiales du fournisseur ou des choses comme ça. Mais il faut vraiment que ça prenne que quelques caractères et que ce soit un code et pas une désignation. Ensuite, pour les données de sortie, donc les exemples de données de sortie, ça va être, par exemple, une nomenclature. Donc, lorsque vous avez fini votre projet, lorsque vous avez validé les différents plans, vous allez pouvoir faire une nomenclature. Donc, cette nomenclature va être en fait la liste des différentes pièces ou des différents ensembles que vous utilisez. Il va y avoir différents types de nomenclature. Par exemple, pour l'assemblage de plus haut niveau, on peut très bien faire une nomenclature des sous-ensembles pour définir quels sont les sous-ensembles qui rentrent dans la conception de l'ensemble. Ou alors, on peut très bien faire une nomenclature type liste des courses qui va faire la liste en fait de toutes les pièces de plus bas niveau qui vont être utilisées dans votre assemblage, qui va vous permettre en fait au niveau des achats de définir toute la liste de ce qu'il faut acheter avec toutes les quantités totales pour le projet. Et également, par exemple, de définir la liste des plans de fabrication pour tout ce qui va être fabrication, par exemple. Ensuite, il va y avoir tout ce qui va être note de calcul. Donc, par exemple, au niveau de la simulation, on peut dire que les résultats intermédiaires de simulation, vraiment les résultats de simulation sont plutôt des données qui sont internes au bureau d'études. Par contre, généralement, lorsqu'on génère une note de calcul, le but est souvent d'envoyer cette note de calcul à quelqu'un. Donc, par exemple, au client,
ou un organisme de certification ou des choses ou des services comme ça qui vont pouvoir récupérer cette note de calcul, mais qui est le résultat en fait et qui n'ont pas forcément besoin d'avoir les fichiers intermédiaires, les fichiers de calcul proprement dit. Ensuite, il va y avoir des plans PDF. Donc généralement, les plans au format SolidWorks, par exemple, vont souvent rester à l'intérieur du bureau d'études et vont être exportés généralement sous forme de PDF ou d'autres types de formats. Mais l'idéal, en fait, c'est que le plan PDF montre vraiment que c'est un plan qui a été validé. Alors que un plan SolidWorks peut être en cours de modification. Généralement, les plans PDF ne vont être générés que pour des versions validées. Donc pour la révision A, la révision B ou des choses comme ça. Ce plan PDF a l'avantage d'être un format d'échange qui peut être récupéré à l'atelier, qui peut être récupéré par un sous-traitant. Donc c'est un format d'échange classique qui va être utilisé généralement dans l'industrie. Ensuite, il peut y avoir des rendus et des illustrations techniques. Donc les rendus, ça va être par exemple destiné au service marketing pour faire le site internet ou les brochures, par exemple. Éventuellement pour le client, si on doit répondre à un appel d'offres ou faire un devis, etc. Les illustrations techniques peuvent partir vers un service communication, documentation, etc. Et ensuite, il va y avoir tout ce qui est définition numérique pour la fabrication. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver du DXF. Le DXF est le type de format qu'on va souvent retrouver pour tout ce qui va être découpe laser des pièces en tôle, par exemple. On va utiliser généralement du DXF, qui est une donnée d'échange qui peut être entrée directement dans la machine de découpe laser, qui va me permettre de découper ma tôle aux bonnes dimensions, sans avoir de ressaisie manuelle des dimensions et de la forme de la pièce. Les IGES ou les STEP sont souvent des formats d'échange lorsqu'on doit transmettre les données, donc les définitions numériques, soit à un sous-traitant, soit éventuellement au client s'il demande les fichiers de conception. Et les fichiers SAT peuvent être, par exemple, le type de fichier qu'on va envoyer à une plieuse qui va lui permettre de définir les différents plis à faire sur une tôle pliée. Donc ça, c'est l'exemple des données qu'on peut sortir du bureau d'études. Donc les bonnes pratiques pour les données de sortie. Ça va être premièrement au niveau de l'emplacement des données. Donc où stocker ces données? Donc il va falloir définir un emplacement qui va généralement être commun à l'entreprise. Donc pour chaque donnée, il faut définir un emplacement. Et il doit être commun à l'entreprise car les autres services doivent pouvoir y accéder. Si c'est une donnée de sortie, ça veut dire que d'autres personnes, d'autres services doivent y accéder. Donc toutes ces données-là, généralement, ne vont pas être stockées dans le système du bureau d'études. La nomenclature va être exportée dans un dossier commun, les plans PDF également. L'idéal, en fait, est de le mettre dans un dossier qui peut être, où les fichiers peuvent être récupérés par un système de ERP, par exemple, par un système de gestion. Donc récupérés de manière automatique ou manuelle. Mais en tout cas, il faut mettre à disposition toutes ces données, puisque ce sont des données de sortie. Et donc, comme on va les stocker à l'extérieur du bureau d'études, la chose à éviter, c'est de conserver cette donnée, de conserver une copie dans l'emplacement réservé au bureau d'études. L'idéal, c'est vraiment de garder l'unicité des données. Donc, par exemple, un plan PDF ne doit pas être stocké en interne et en externe. Il ne doit pas être gardé, par exemple, dans le PDM et à l'extérieur du coffre PDM. Si on l'exporte à l'extérieur du coffre, il ne faut pas garder une copie à l'intérieur du coffre, même si ça peut sembler pratique d'avoir notre PDF dans notre dossier de projet. Si ce PDF doit être accessible à l'ensemble de la société et que l'ensemble de la société n'a pas accès au coffre, il faut exporter cette donnée à l'extérieur.
Et une des bonnes pratiques, en fait, ça va être de connecter le ERP à la gestion de données techniques pour récupérer les données et garantir leur validité. Donc l'idéal, ça va être de faire des exports du système de données techniques du bureau d'études. Donc de créer un fichier d'échange qui peut être un fichier XML par exemple, et ensuite de récupérer ce fichier XML dans le ERP pour pouvoir récupérer de manière automatique toutes ces données techniques et éviter d'avoir premièrement une ressaisie manuelle qui peut prendre énormément de temps et éviter les risques d'erreur de saisie et pour pouvoir faire tout ce qui est mise à jour également lorsqu'il va y avoir des changements de conception, des révisions, des choses comme ça. Donc, quels sont les risques lorsqu'on a une gestion de données techniques qui n'est pas correcte? Donc, le risque, en fait, c'est d'avoir des coûts de maintenance et des temps de saisie importants. Donc, si on doit saisir et mettre à jour séparément à plusieurs emplacements une donnée, forcément, il faut multiplier le temps de saisie et le temps de mise à jour par le nombre d'emplacements. Donc si on doit faire des copies de fichiers, ça peut prendre du temps. Si on doit ressaisir les données, ça va prendre du temps. Donc ça a un coût qui est assez important. C'est du temps perdu vraiment qui pourrait être utilisé à faire autre chose. Ensuite, il y a un risque d'incohérence entre les différents systèmes, puisque lorsqu'on va faire un changement dans un système, il ne va pas être automatiquement répercuté dans les autres. Donc ça veut dire que si on n'a pas une routine par exemple, d'export, de transfert de données entre le PDM et le RP, les modifications faites au niveau de la conception ne vont pas forcément être reflétées sur les données dans le RP. Et donc, par exemple, un plan qui va être modifié au bureau d'études ne va pas forcément générer le nouveau plan au format PDF avec la bonne révision, et du coup, il va y avoir une différence entre les données internes et les données externes. Ensuite, on a un contrôle des données qui ne va pas être idéal, puisque si les données existent à plusieurs endroits avec de multiples formes, personne ne va être vraiment propriétaire de cette donnée-là. Donc ça veut dire qu'on va plus avoir de responsabilité de cette donnée, plus personne ne va être responsable de la donnée, chacun va s'occuper de ses propres données, mais les données ne seront pas forcément synchronisées entre elles, elles ne seront pas forcément mises à jour. C'est important en fait qu'une donnée soit stockée à tel endroit, à un endroit bien défini, et que cette donnée doit être gérée également par une personne bien définie, par un service bien défini, qui est garant de l'intégrité de ces données, de leur mise à jour, etc. Donc ça c'est important. Et l'absence d'unicité, donc si on a dans une entreprise plusieurs versions de la même donnée, donc si on a une donnée qui est dupliquée à plusieurs endroits, il y a forcément un moment où il va y avoir des versions différentes parce que l'une des copies va être mise à jour et pas l'autre. Et du coup, dans ces cas-là, si on a des versions différentes de la même donnée, c'est impossible de savoir quelle version est la bonne. Et du coup, on va se retrouver avec des données qui sont en double, en triple ou en quadruple. Et puis, on va avoir des versions différentes avec l'impossibilité de savoir laquelle est la bonne et lesquelles sont obsolètes. Du coup, on a des risques de continuer le projet avec des données qui sont obsolètes. Du coup, les conséquences dans la pratique, ça va être quoi? Ça va être que on peut avoir, par exemple, une conception qui va être refusée par le client. Si la version du cahier des charges qu'on a utilisé n'est pas la bonne. Imaginons que le client passe commande avec un cahier des charges et que son cahier des charges évolue au cours du projet. C'est quelque chose qui normalement ne devrait pas arriver, mais qui dans la pratique arrive très couramment, puisque les informations arrivent généralement au compte-gouttes et on commence le projet sans forcément avoir toujours toutes les informations. Donc c'est important de bien mettre à jour ce cahier des charges, de rajouter à chaque fois les données supplémentaires, parce que si à la fin vous livrez vous livrez un produit qui correspond au cahier des charges initial, mais pas au cahier des charges final, aux différentes modifications que le client vous a demandé, forcément le client risque de refuser ce que vous allez lui livrer.
Donc ça, c'est un risque. Ensuite, fabrication d'un produit obsolète par l'atelier ou le sous-traitant. Donc, imaginez que vous faites bien les mises à jour par rapport au nouveau cahier des charges. Vous mettez à jour vos fichiers SolidWorks, mais vous ne générez pas les bons plans au format PDF pour l'atelier ou le sous-traitant. Le risque, en fait, c'est que l'atelier ou le sous-traitant fabrique par rapport à la révision A, alors que vous êtes passé à la révision B. Donc ça, c'est un risque, et du coup, votre conception va correspondre au cahier des charges, mais le produit fabriqué ne correspondra pas à vos fichiers de conception, et du coup, ça ne correspondra pas non plus au cahier des charges. Donc ça, c'est un risque également. On peut avoir un risque de composants achetés ou fabriqués en trop petite ou trop grande quantité. C'est-à-dire que si vous mettez à jour votre conception et que vous ne mettez pas à jour votre nomenclature, que vous ne l'exportez pas pour la mettre à jour avec les nouvelles quantités, si la nomenclature n'a pas été mise à jour correctement, les achats vont acheter les pièces fournisseurs dans des quantités qui vont être mauvaises, et l'atelier va fabriquer également des pièces avec des quantités qui ne seront pas les bonnes. Et on risque de s'en rendre compte trop tard et de perdre du temps. Du coup, on a l'augmentation des coûts et des délais. Donc, si les produits doivent être repris ou refabriqués ou recommandés, on peut avoir l'augmentation des délais. Et si on a commandé trop de fournitures, forcément, ça va coûter beaucoup plus cher. On peut avoir un calcul incorrect du prix de revient. Donc, si la nomenclature utilisée pour calculer le prix de revient ne correspond pas à la nomenclature réelle qui a été utilisée pour la fabrication, on peut très bien se retrouver avec un chiffrage qui va être obsolète puisqu'on n'utilise pas les bonnes données. Et ensuite, on peut avoir un problème également de montage impossible sur site. Par exemple, si votre client vous a donné une implantation au départ dans une usine et que en cours de projet, dans l'usine, on a rajouté quelque chose qui fait que l'implantation a changé et que vous n'avez pas pris en compte cette modification, que vous n'avez pas mis à jour vos plans, et du coup, vous allez lancer une conception qui ne va plus forcément rentrer dans l'implantation, qui va être fabriquée, et lorsque on va vouloir l'installer sur le chantier, on va se rendre compte que ça ne passe pas. Donc ça, c'est un risque également. Donc voilà pour la gestion des données techniques. On va passer à la phase des questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez un petit formulaire en bas à droite qui vous permet de poser des questions dans votre gestionnaire. N'hésitez pas à me dire également si tout était clair, si vous n'avez pas de questions et que tout a été clair, vous pouvez le définir aussi dans les questions. Alors j'ai une question, comment sont transmises les informations entre services? Mettre une donnée à jour, c'est bien, encore faut-il que les collègues se rendent compte de la modification. Donc l'idéal en fait c'est de définir premièrement des méthodologies, donc définir différentes étapes pour faire avancer un projet. Et également utiliser des outils. Donc les outils, ça va être par exemple, lorsque vous utilisez par exemple SolidWorks Enterprise PDM,
et CJ de PMI. Donc ça, c'est une formation qui a été dispensée il y a quelques semaines par mon collègue, Dara, qui expliquait en fait comment retrouver les données depuis PDM vers PMI. Donc ce qu'on peut faire, c'est définir des cycles de vie. Et lorsque vous définissez des cycles de vie, vous pouvez définir des routines automatiques. Et lorsque vous définissez des routines automatiques, il peut y avoir des fichiers qui se génèrent de manière automatique et des notifications également. Donc dans PDM, vous pouvez très bien avoir un cycle de vie, donc un cycle de validation, où en fait, tant que vous êtes en train de travailler sur les fichiers, il ne se passe rien, il n'y a aucun plan qui est généré. Du coup, la production n'a pas accès au plan d'ensemble, au plan de détail, ni à la nomenclature. Et lorsque vous avez validé un produit, lorsque vous avez validé un assemblage, ça va générer de manière automatique la nomenclature. Ça va envoyer une notification directement à la production qui dit que la nomenclature est disponible. Ça va, par exemple, exporter automatiquement tous les plans de détail et les plans d'ensemble au format PDF et notifier que ces informations sont disponibles. Et ça va exporter également un fichier XML, par exemple, avec la nomenclature qui va pouvoir être récupérée directement dans le système ERP. Et ça va envoyer une notification au service qui s'occupe de l'ERP, qui va lui dire un nouveau fichier XML est disponible, une nouvelle nomenclature est disponible. Vous pouvez l'importer directement dans l'ERP pour mettre à jour les données, donc pour créer les articles, etc. Dès que vous allez remettre un fichier en modification, vous pouvez très bien définir qu'il y a une notification qui part, qui dit attention, ce projet est gelé puisqu'on a une modification à faire. Ça peut éventuellement rendre indisponibles les plans ou la nomenclature. Et lorsque vous remettez, lorsque vous avez fait la modification et que vous revalidez votre projet, vous créez une nouvelle révision. Et là, de manière automatique, vous pouvez avoir une mise à jour de la nomenclature, que ce soit pour l'atelier ou pour le RP, le fichier XML, etc. Une mise à jour également des plans, soit mise à jour des plans existants, soit création de nouveaux PDF avec la nouvelle révision. Donc tout ça peut être défini de manière automatique, ce qui permet justement de notifier les gens, de mettre à jour automatiquement toutes les données. Donc ça, c'est une des solutions logicielles qui existent. Et après, au niveau des méthodologies, ce qu'il faut faire, en fait, c'est définir vraiment des phases dans le projet et définir qu'à chaque phase, telle personne doit faire telle action et ensuite telle personne doit faire telle action. Donc, définir, par exemple, une procédure un peu type graph-set avec des conditions et dire qu'on ne commence pas à faire ça tant qu'on n'a pas vérifié ça et ça, éventuellement. Donc les deux se complètent, il n'y en a pas un qui peut remplacer l'autre. C'est vraiment la combinaison de la méthodologie et des solutions qui sont proposées qui va vous permettre de garantir une bonne gestion des données techniques. Est-ce que ça répond à votre question ? Ok, c'est parfait. Donc pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Je vais vous souhaiter un bon appétit. On va arrêter cette formation. Vous pouvez poster des commentaires directement sur le guide 3D à propos de cette formation. Et dans les jours qui arrivent, il y aura également un billet de blog qui résumera un petit peu cette formation sur laquelle vous pourrez participer, rajouter des commentaires, etc. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end.